Bonjour à tous, je m'appelle Gaëtan de The Flares, une association qui s'intéresse à la prospective et au futur de l'humanité, notamment à travers une chaîne YouTube et des séries de podcasts que vous trouverez dans la description. Dans cet épisode de la saison 4 des vidéos éco-scientifiques, je vais m'entretenir avec Eric Lengaglia, directeur de recherche à l'INSERM et qui effectue des recherches fondamentales sur les mécanismes de la douleur. Pour rappel, les vidéos éco-scientifiques sont un projet de Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur, propulsé par Play Azur. Une vidéo complémentaire est ou sera bientôt disponible sur la chaîne The Flares, où je vais m'intéresser plus particulièrement aux futures interventions sur la douleur qui s'offrent à nous. Mais sans plus attendre, voici la rencontre éco-scientifique. Avant de commencer, peut-être vous pourriez vous présenter à la fois votre parcours et les motivations qui vous ont conduit à vos recherches actuelles. Oui, donc déjà merci pour l'invitation à participer à ce beau projet. Donc je suis Eric Lengaglia, donc je suis directeur de recherche à l'INSERM, j'ai 55 ans, et en fait je suis un pur produit de l'université française puisque j'ai fait une licence, une maîtrise et ensuite un DEA qui est l'équivalent du Master 2 actuel à l'université de Nice, et j'ai ensuite intégré l'INSERM assez rapidement. J'ai eu la chance de faire une thèse de doctorat dans un laboratoire niçois qui était un des laboratoires pionniers de l'étude de protéines particulières que sont les canioniques, c'est le laboratoire de Michel Lasdowski. Et donc du coup, ma carrière a porté principalement sur l'étude de ces protéines, qui sont des petites protéines dans la membrane des cellules qui laissent passer des ions et qui permettent, par exemple, la réabsorption du sodium dans le rein, qui permettent de la sécrétion d'hormones, qui permettent la signalisation intracellulaire et aussi de générer l'excitation dans tout ce qui est cellules excitables, par exemple les battements cardiaques. Donc j'ai fait un peu toute ma carrière sur l'étude de ces canaux ioniques. Donc quand j'ai intégré l'INSERM, en fait, je travaillais au cours de ma thèse et ensuite je travaillais pas du tout sur la douleur et pas du tout sur le système nerveux. Je travaillais sur les épithéliums et sur la réabsorption des ions dans le rein ou sur l'hydratation du mucus dans le poumon en étudiant un canal, c'est une petite protéine qui laisse passer du sodium et qui était importante pour, en particulier, qui est impliquée dans la mucoviscidose ou dans ce genre de pathologie. Et donc en fait, je suis passé de cette étude de ce canal sodium dans les épithéliums au système nerveux en transitant par l'escargot, par un invertébré. Et donc en fait, il s'est avéré que il y a un auteur anglais qui avait décrit dans des neurones d'escargot un canal qui pouvait ressembler, qui avait un peu des liens, en tout cas en termes de fonctionnement, avec les canaux sodium épithéliaux qu'on étudie. C'est intéressant. J'ai été chercher dans le jardin de ma compagne des petits gris, les Elyx aspersa, les escargots qu'on mange. Et j'en ai récupéré quelques-uns et j'ai sollicité un chercheur senior du laboratoire qui avait été un des pionniers de l'électrophysiologie en France et qui travaillait à l'époque sur les neurones d'invertébrés, dont l'escargot. Et donc il m'a aidé à disséquer, enfin c'est surtout lui qui a disséqué les neurones d'escargot. Et on a réussi à identifier la nature moléculaire justement de ce canal qui ressemblait, et il s'est avéré que c'était la même famille que le canal sodium-épithélial, mais dans le système nerveux. Et ensuite, la famille s'est élargie, là, pour le coup, chez le mammifère, avec d'autres études au sein du laboratoire, et avec la mise en évidence de membres de la même famille dans le système nerveux de mammifères, avec un rôle potentiel dans la douleur. Ouais, c'est déjà une bonne, bon, cadre pour cette conversation. Donc, on a mentionné la douleur, on va s'intéresser principalement à ce sujet. Et donc, la douleur, c'est un peu cette chose qui, quand on la subit pas, on n'y pense pas vraiment, mais ça devient très vif et ça occupe presque l'ensemble de notre esprit lorsqu'elle se manifeste. Donc, quelle est la définition aujourd'hui de la douleur qui fait consensus? Il y a une association internationale d'études de la douleur qui rassemble tous les laboratoires mondiaux qui travaillent sur la douleur et aussi les cliniciens, puisque il y a aussi beaucoup bien sûr de cliniciens. Et il y a une définition officielle de la douleur qui est c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc c'est une définition qui est prudente et assez complexe, mais qui rassemble bien tous les aspects de la douleur. Et dans sa définition, il y a le côté sensoriel, mais il y a aussi le côté émotionnel
Et en fait, la douleur, c'est vraiment une expérience personnelle, et c'est une expérience qui fait intervenir différentes composantes. Il y a la composante bien sûr sensorielle, hein, c'est la façon dont on perçoit un stimulus douloureux, mais il peut parfois ne pas y avoir de stimulus apparent et quand même une douleur. Il y a la composante émotionnelle, hein, qui est une composante importante, et c'est elle aussi qui va moduler la douleur, et qui va faire que pour une même stimulation, suivant le contexte, suivant l'âge, suivant la culture, suivant tout un tas d'éléments, il va y avoir une perception différente, et y compris dans le même individu en fonction de différentes époques de sa vie, de différents contextes. Et il y a une composante cognitive qui est un peu la composante liée à l'attention, l'anticipation, etc., qui dépend vraiment du contexte dans lequel on est. Hein. C'est ce qui fait que un sportif en pleine action va pas avoir mal s'il se tape ou il se fait un problème musculaire, mais que le même sportif, s'il a un souci au repos, va avoir une douleur importante. Et il y a cette composante émotionnelle qui est importante et qui rend aussi la douleur si spéciale, et qui rend aussi la perception de la douleur et l'appréhension qu'on en a assez différente selon les individus et selon aussi les espèces animales. Et donc, il y a une différence réelle entre douleur et souffrance. Est-ce que c'est des termes synonymes ou on peut vraiment différencier les deux? Je dirais que c'est pas vraiment bien sûr les deux sont liés. Moi je dirais que la souffrance, on pourrait dire que c'est la conséquence psychique de la douleur. Il n'y a pas obligatoirement souffrance quand il y a douleur, mais la souffrance est intimement liée à la douleur, et c'est en particulièrement vrai dans tout ce qui est douleur répétée ou douleur chronique. Là, on a des douleurs qui quittent leur cadre physiologique, le système d'alarme. On en parlera aussi, j'imagine, mais c'est vraiment quand la douleur devient persistante. Et là, on rentre vraiment dans les aspects souffrance qui vont aussi pouvoir être modulés, mais donc les deux sont liés, mais c'est pas vraiment synonyme. Dans le bouddhisme, il y a cette phrase comme quoi quand quelque chose fait mal, ça peut faire mal deux fois. Il y a la sensation d'avoir mal, donc qui est physique, et il y a l'esprit qui ajoute une couche de souffrance parfois. En faisant que la douleur va durer plus longtemps, ça peut être aussi le rôle de l'esprit qui cogite ou qui peut apporter, donner du sens à certaines douleurs qui les accentuent. Et souvent, l'idée, c'est de se détacher. Oui, c'est très très vrai. Et c'est vrai aussi, par exemple, chez des patients qui ont des douleurs, il peut y avoir effectivement, il peut y avoir le fait d'avoir cette douleur, de dire qu'on a mal, peut générer une empathie chez l'entourage ou chez d'autres personnes, et le patient peut aussi avoir conserver cette douleur pour conserver cette empathie aussi. Ça va un peu dans le même sens où effectivement la douleur et aussi la même douleur peut être modulée différemment, parce que l'esprit va donner une valence différente en fonction de l'expérience, par exemple. Et effectivement, quand on a la même douleur une fois, deux fois, trois fois. Donc là, vous venez d'utiliser le terme valence. Ça, c'est un terme que je n'entends pas souvent. Je sais que c'est en anglais valence, c'est le même terme. C'est l'idée d'associer un aspect positif ou négatif à une expérience. C'est exactement ça. On peut associer, mettre une petite étiquette positif, négatif, et qui va moduler la façon dont on perçoit. Ouais. C'est vrai que là, on a un petit peu vu donc qu'est-ce que la douleur, mais je pense que ça peut être intéressant de se demander pourquoi elle existe, pourquoi la douleur existe, pourquoi elle a été. Je pense qu'elle a offert un avantage aux organismes pour avoir été sélectionnée par l'évolution. Donc, quel est cet avantage? La douleur, c'est quand même un signal d'alarme pour l'organisme, pour des mises en danger de l'organisme, qui peuvent être des mises en danger externes ou bien internes. Hein. On peut avoir mal au ventre, mal à la tête, ça veut dire qu'il y a un problème. Et on peut avoir bien évidemment une douleur parce qu'on se tape, parce qu'on se boule, etc. Et là, l'organisme va générer une réponse adaptée afin d'être préservé. Donc c'est vraiment important, et l'importance de la douleur, elle est bien illustrée par des individus qui sont insensibles à la douleur de façon congénitale, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas de douleur du tout. Alors ça peut être dû soit au fait que le câblage nerveux responsable de la douleur pour des problèmes développementaux est pas présent, soit qu'il est présent mais qui fonctionne pas correctement. Il y a un élément ou plusieurs éléments qui sont défectueux
liées à des mutations et le système marche pas. Et là, on s'aperçoit que c'est problématique. Par exemple, il peut y avoir de l'automutilation chez les très jeunes. Il peut y avoir des comportements dangereux. Il peut y avoir des signaux d'alarme, le mal au ventre parce que on a une péritonite, par exemple, ou d'autres choses n'existent pas. Donc du coup, on n'a pas ce signal-là. Donc vraiment, on voit que la douleur est vraiment quelque chose, la douleur physiologique est quelque chose qui est important, mais qui reste pas longtemps. C'est-à-dire, elle peut être très rapide dans le cas d'une douleur aiguë, elle peut être un peu plus longue dans le cas d'une douleur liée à une intervention chirurgicale, une inflammation ou autre, mais théoriquement, elle est limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle reste là le temps que le problème persiste, et ensuite, quand le problème disparaît, la douleur doit disparaître également. Et le problème, c'est quand elle reste. C'est-à-dire quand le problème disparaît et que la douleur reste, là, on tombe dans la douleur chronique qui perd son rôle physiologique et qui tombe dans la douleur pathologique qui est plus difficile à traiter que la douleur aiguë. Et c'est là où on pourrait agir après en termes pharmacologiques ou en termes d'approche thérapeutique pour limiter ce type de douleur, en sachant qu'en plus chaque douleur, il y a différents types de douleurs et chaque douleur est pas équivalente. Donc du coup, on va avoir des processus, certains processus qui vont être partagés, mais aussi des processus spécifiques à certains types de douleurs. Mais justement, quels sont les différents types de douleurs qui existent? Oui. Alors on a, il y a des douleurs aiguës. C'est les douleurs vraiment qu'on peut expérimenter quasiment tous les jours. Ou alors ça, c'est souvent ça passe même sans qu'on prenne de traitement ou en prenant une aspirine ou un anti-inflammatoire. Il y a aussi des douleurs inflammatoires qui sont liées à une lésion tissulaire. Il y a une inflammation qui va se produire. On a une douleur qui d'ailleurs parfois va même être plus importante que la zone uniquement blessée. On peut avoir une douleur qui va s'étendre sur une zone autour. Et en fait, le rôle un peu, c'est aussi de protéger la zone qui est lésée. On va créer une hypersensibilité et l'organisme donc on va adopter une position ontalgique. On va essayer de protéger cette zone qui est très sensible. Et quand ça va cicatriser, la douleur va disparaître. Donc ça, ce sont des douleurs qu'on arrive en général assez bien à gérer. Après, il y a des douleurs qui sont liées au système nerveux, à des lésions du système nerveux. Alors ça peut être soit des lésions directes, ça peut être bien sûr des amputations, des choses comme ça, mais aussi une hernie discale, l'écrasement d'un nerf. Ça peut être lié à des maladies comme le zona ou autre. Ça peut être lié à des traitements de maladies. Par exemple, il y a des traitements par des agents anticancéreux qui vont abîmer les nerfs sensitifs, les nerfs responsables de la douleur et qui vont générer des douleurs. Donc ça, les douleurs neuropathiques sont les douleurs vraiment qui sont les plus problématiques parce que c'est des douleurs chroniques souvent. C'est des douleurs qui sont persistantes parfois pendant des années et pour lesquelles on a un arsenal thérapeutique qui est beaucoup moins important que pour les douleurs aiguës. Et après, il y a aussi d'autres types de douleurs qu'on peut appeler des douleurs fonctionnelles. Alors, ces douleurs fonctionnelles, c'est des douleurs qui sont des vraies douleurs. C'est pas du tout des vues de l'esprit comme ça pouvait être dit il y a quelques années. Mais c'est des douleurs où il n'y a pas de lésion organique apparente. Il n'y a pas une blessure, il y a pas quelque chose qui est évident, qui est facile à voir. Mais il y a des douleurs qui sont importantes. Et on peut par exemple citer la fibromyalgie, qui sont des douleurs extrêmement diffuses d'origine musculaire et pour lesquelles les causes sont encore pas très très bien connues. Et il y a aussi certaines céphalées. Donc il y a vraiment différents types de douleurs et il peut y avoir parfois aussi des douleurs mixtes, c'est-à-dire que chaque douleur est pas. Il peut y avoir des douleurs où il y a une composante neuropathique, une composante inflammatoire. Enfin, il y a un peu un mix entre tout ça. Oui, parce que j'ai déjà entendu aussi parler c'est ça aussi un peu spécial, c'est des douleurs un peu fantômes ou même carrément des gens qui ressentent une douleur à un bras, mais leur bras il n'existe plus. Oui, oui, la douleur fantôme. On a aussi des cas de douleur. L'exemple c'est l'infarctus.
où l'infarctus c'est un problème cardiaque, donc en fait le cœur va être en détresse et les récepteurs de la douleur au niveau du cœur vont être stimulés. Mais en cas d'infarctus, souvent les gens ont mal à l'épaule ou bien ailleurs. Il y a des nocicepteurs, des nerfs responsables de la perception de la douleur qui vont être présents dans différents endroits, pas partout. Hein, on va retrouver dans la peau, dans les viscères, on va les retrouver dans les muscles, dans les articulations, mais on va pas en avoir par exemple au niveau du cerveau, on va pas en avoir au niveau du rein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut avoir un problème rénal, enfin des tumeurs au niveau des reins sans avoir mal. Alors, et en fait, ces récepteurs, ils vont converger vers la moelle épinière, et parfois il peut y avoir un peu le cerveau peut être un peu trompé, interpréter la localisation d'une douleur, pas obligatoirement uniquement à l'endroit où il y a cette douleur, parce qu'il y a convergence de plusieurs lieux au même endroit, et il peut y avoir le cerveau peut avoir du mal à faire la différence. Donc effectivement, on peut percevoir des douleurs à des endroits qui sont plus là, ou à des endroits qui sont différents de la localisation initiale de la douleur. Ouais. Quelles sont la procédure, la méthodologie pour étudier la douleur d'un point de vue fondamental comme vous le faites? Comment on s'y prend? Alors il y a vraiment plusieurs niveaux. Alors pour rester sur les types d'approches qu'on mène au laboratoire, on essaye vraiment d'aller, on va dire, de la molécule jusqu'à l'animal entier. Alors on mène des approches précliniques, c'est-à-dire qu'on fait des études in vitro et in vivo, mais in vivo chez l'animal. Alors on travaille aussi bien sûr avec des cliniciens pour essayer d'avoir des approches les plus pertinentes possibles. Et donc on va vraiment de la molécule jusqu'à l'intégrer. Les approches chez l'animal, on dit que ce sont des approches intégrées. On étudie des objets, des protéines. On a ces canaux ioniques qui nous intéressent. Donc en fait, ces objets, on peut les manipuler individuellement. On a leurs gènes et on peut in vitro, donc les mettre dans des cellules qui sont un peu comme des tubes à essai. Ces canaux ioniques vont s'exprimer et on va regarder leur activité. Alors comme c'est des systèmes qui génèrent des courants électriques, l'idée c'est d'enregistrer ces courants électriques. Alors on a ce qu'on appelle des tours de patch clamp, c'est des grosses installations avec des microscopes pour regarder les cellules, avec des électrodes de verre pour aller les mettre sur les cellules, des amplificateurs extrêmement puissants pour amplifier les tout petits courants générés par ces canaux ioniques. Et après, on regarde comment ils fonctionnent, on regarde qu'est-ce qui se passe quand on les module. Donc ça, c'est important pour comprendre l'objet tout seul, comment il marche. C'est aussi important maintenant parce que de plus en plus, il y a des approches de modélisation. Donc dans l'équipe, on travaille par exemple avec des mathématiciens et des informaticiens pour essayer parfois de faire de la modélisation. Et dans un modèle, il faut lui donner des paramètres. Et donc de connaître les paramètres de fonctionnement individuel de notre canal, ça permet d'alimenter le modèle. Et ce modèle va permettre de faire des hypothèses qu'on va valider ensuite en faisant des expériences in vitro, in vivo, et ces mêmes expériences vont à leur tour aller alimenter le modèle. C'est un aspect de va-et-vient. Donc ça, c'est vraiment l'approche in vitro. On travaille sur un système qui est artificiel avec le clone. Après, ce qui est important, c'est de se poser la question, c'est est-ce que notre même canal, mais présent naturellement dans un neurone, fonctionne pareil? Donc là, pour faire ça, on isole des neurones à partir des ganglions sensoriels de rat ou de souris. Donc on fait une culture. Donc nos neurones sont dans une boîte, et on va faire le même type d'enregistrement avec nos systèmes d'électrophysiologie d'enregistrement des courants cellulaires, et on va regarder si on retrouve les propriétés, ou si on a des nouvelles propriétés. S'il y a des nouvelles propriétés, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que ça s'associe avec d'autres protéines pour générer ces nouvelles propriétés? Est-ce que les régulations sont différentes? Donc on va un peu regarder notre canal quand il est avec tous ses copains entre guillemets dans la cellule. Est-ce qu'il marche pareil ou pas? Donc ça ça reste in vitro, mais c'est important parce que là on travaille sur le canal qui est naturellement présent dans le neurone. Après, la question d'après, c'est de monter un cran plus haut, c'est comment ça se passe dans la fibre nerveuse. C'est-à-dire que là, on a les propriétés dans le neurone isolé en culture, mais on est encore
pas dans une fibre nerveuse et pas dans un animal. Donc on a des systèmes ex vivo, c'est-à-dire qu'on travaille là pas sur un animal, mais sur par exemple un nerf qui est attaché à un morceau de peau, et on peut stimuler le morceau de peau et enregistrer l'activité du nerf. Et de cette façon-là, on peut regarder si notre canal qu'on a étudié déjà in vitro dans ce système-là, comment il se comporte suivant le type de stimulation qu'on fait, comment il se comporte suivant le type de si on module son activité avec des agents pharmacologiques. Donc là, on a un cran supplémentaire, c'est le comportement dans le nerf associé à la peau ou ça peut être aussi associé à un morceau de côlon, à tout ce qui va être innervé par ce nerf sensoriel important, responsable de la perception douloureuse. Et l'étape encore d'après, c'est de regarder dans l'animal entier, c'est-à-dire de regarder dans le système naturel comment ce canal ionique va se comporter et quel rôle il va avoir. Et là, ce sont des expériences de comportement, c'est-à-dire qu'on va faire du comportement chez l'animal pour regarder la perception au chaud, au froid, la perception mécanique, douloureuse et non douloureuse, mais on va surtout s'intéresser à la perception douloureuse. Alors en travaillant toujours au seuil de stimulation, c'est-à-dire qu'on fait des expériences chez l'animal, bien sûr on va pas torturer l'animal, on va vraiment travailler au seuil de génération de la douleur, et on va voir si ce seuil est modulé quand on va moduler le canal qui nous intéresse. Alors on peut le moduler soit avec des agents pharmacologiques, c'est-à-dire avec des molécules qu'on peut identifier nous ou qui ont pu être identifiées par d'autres, soit par la génétique, puisque chez la souris en particulier, on est capable maintenant de manipuler, de faire du génie génétique chez la souris et par exemple d'enlever chez un animal la protéine, le canal qui nous intéresse, et de regarder la perception douloureuse de cet animal. Est-ce que l'animal va avoir une perception douloureuse altérée? Et aussi en fonction du type de douleur, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a différents types de douleurs, différents mécanismes. Notre canal pourrait tout à fait être important pour la douleur inflammatoire, mais pas pour la douleur neuropathique, pour la douleur aiguë, mais pas pour la douleur chronique. Ces informations-là étant associées à d'autres informations qu'on va récupérer sur où est-ce qu'il est présent, est-ce que son niveau augmente ou pas en fonction du type de douleur et de la pathologie. Il peut y avoir un canal qui est très faiblement présent au niveau basal, qui peut-être a peu de rôle sur la douleur aiguë, mais qui, lorsqu'il y a une inflammation qui est présente, son expression va être fortement augmentée. Et donc là, on peut penser qu'il va jouer un rôle dans l'inflammation. Et là, les expériences chez l'animal peuvent permettre de valider cette hypothèse. Donc on essaie de travailler un peu sur tous ces niveaux, c'est-à-dire étudier la molécule, étudier son comportement toute seule, son comportement naturellement dans le neurone, comment en termes avec les autres cellules dans la fibre nerveuse ça va agir, et comment ça va se répercuter sur l'animal entier, sur son comportement. Donc vous avez mentionné la génétique. C'est intéressant de se demander finalement, est-ce qu'on a une bonne compréhension du nombre de gènes responsables de la douleur, ou est-ce qu'il y en a peu, auquel cas il suffit d'en désactiver quelques-uns pour avoir un animal qui ne ressent pas de douleur, ou est-ce que c'est souvent que les gènes c'est une cascade d'effets et c'est difficile de savoir exactement où ça se trouve? On connaît de plus en plus d'acteurs de la douleur. Ça, c'est vrai que dans les 10-15 dernières années, le nombre de gènes impliqués dans la douleur qui ont été caractérisés a été très fortement augmenté. Alors après, c'est compliqué parce qu'on en parlait au départ. Il y a vraiment différents niveaux. Il y a le niveau vraiment perception de la douleur. Alors là, c'est vrai qu'on maîtrise bien. On maîtrise pas tout, mais on a de plus en plus d'acteurs moléculaires qui ont été caractérisés, de gènes impliqués qui ont été caractérisés. Après, il y a le côté intégration dans le système nerveux central. Et là, il n'y a pas vraiment deux gènes de la douleur. C'est un peu des processus qui sont communs à plein de choses différentes. Et c'est la combinaison de différents processus qui va générer un comportement, une émotion, etc. Donc, on parlait au départ de cet entretien des personnes qui sont insensibles congénitalement à la douleur. Et donc il y a dans certains cas quand les fibres nerveuses sont pas là, donc là c'est relativement
facile de comprendre pourquoi ils n'ont pas mal, mais ça donne peu d'informations sur le rôle de certains acteurs. Par contre, quand les fibres nerveuses sont là et que il y a une insensibilité parce qu'il y a une mutation dans une protéine particulière présente dans les neurones de la douleur, là c'est intéressant parce que justement on identifie un candidat sur lequel on va pouvoir agir pour moduler la douleur. Et c'est le cas, il y a quelques candidats comme ça qui ont été identifiés, où il y a des insensibilités congénitales à la douleur, et où on pense que peut-être en agissant sur ce gène ou sur le produit de ce gène, on va pouvoir avoir un effet intéressant. Le bémol, c'est que quand c'est une mutation, elle est là dès le départ, elle est là dans toutes les phases de développement de l'individu, et du coup, il peut y avoir des phénomènes d'adaptation, c'est-à-dire qu'en fait l'organisme peut essayer d'adapter, de s'adapter à l'absence de ce gène, ou alors l'absence de ce gène peut influer sur d'autres systèmes sur le long terme. Et du coup, si on veut agir sur la cible ponctuellement chez l'adulte, on n'est pas certain d'avoir le même effet que si cette cible a été enlevée dès le départ chez un individu, parce que peut-être que ce qu'on voit chez cet individu qui n'a plus la cible dès le départ, c'est pas la résultante de juste l'absence de la cible à l'instant T, mais c'est la résultante de l'absence de la cible sur du long terme. Et il y a d'autres systèmes qui ont pu être modulés. Et c'est ce qui se passe pour certains de ces acteurs, où finalement, quand l'industrie pharmaceutique a développé des agents capables de les bloquer, finalement l'effet était beaucoup moins spectaculaire que chez le patient qui avait plus la cible. Et probablement, et ça semble être le cas, parce que il y a d'autres processus associés à son absence qui sont responsables de cette absence de douleur. Mais on peut agir, oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas un gène de la douleur sur lequel on pourrait aller agir et qui ferait qu'on aurait plus ou moins mal. Et donc vous faites aussi, donc vous avez focalisé vos recherches sur le venin, les venins d'animaux qui pourraient être donc des analgésiques intéressants. En quoi ça consiste et pourquoi le venin On étudie des canaux ioniques particuliers qui laissent passer du sodium, donc c'est des canaux qui sont plutôt excitateurs. Et pour les étudier, il nous faut des outils. Parce que effectivement, quand on sort de notre cellule tubacée, il faut qu'on soit capable de moduler l'activité. Et ces outils, donc on parlait à l'instant de la génétique, et on peut avoir des outils génétiques, c'est-à-dire qu'on va enlever le gène ou le moduler chez l'animal. Mais il y a aussi des outils pharmacologiques qui existaient bien avant la génétique, qui sont un peu des outils historiques, qui sont des outils qui peuvent être extrêmement puissants. Ça consiste simplement à identifier des agents pharmacologiques capables, par exemple, de bloquer ou d'activer la cible qui nous intéresse. Et comme ça, on peut regarder, quand on la module chez l'animal, quelles sont les conséquences. Ça, c'est très intéressant, mais il faut identifier ces outils pharmacologiques. Alors, il y a deux approches. Il y a soit l'approche chimique qui consiste à cribler des bibliothèques de molécules pour essayer de trouver dans ces molécules certaines capables d'agir sur la cible. C'est un peu de la pêche à la ligne, mais en faisant ça à grande échelle, on peut identifier une molécule d'intérêt. Donc, ça peut être une petite molécule. Et après, on peut l'utiliser, vérifier qu'elle est bien sélective de la cible, c'est-à-dire qu'elle bloque pas d'autres cibles, sinon l'interprétation est compliquée, et on peut l'utiliser comme outil pharmacologique. Et il y a une autre option qui consiste à utiliser des molécules qui ont déjà été produites par la nature et qui sont capables de moduler certaines cibles. Les animaux ont dans leur venin des centaines de produits, dont des toxines qui sont des petites molécules, qui peuvent potentiellement agir sur des canaux ioniques. Donc, ce qu'on fait au laboratoire et ce qui était fait depuis très longtemps dans l'institut, justement, j'en parle tout à fait dans l'équipe de Michel Ladonsky, qui avait aussi développé ce côté identification dans des venins animaux de toxines capables d'aller agir sur des canaux ioniques pour étudier leurs propriétés et aussi pour étudier pour aller les purifier à l'époque avant que la biologie moléculaire apparaisse et donc en fait on a hérité un peu de cette histoire sur les toxines et donc on a été chercher dans des venins animaux des toxines capables d'aller agir sur les canaux qu'on étudie dans l'idée d'avoir des outils pharmacologiques. Et effectivement, ça s'est avéré être des outils intéressants et certains de ces toxines
ont permis de démontrer le rôle de ces canaux dans la douleur. Donc là, c'est un premier objectif, c'est de valider la cible comme une cible importante pour la douleur. Et du coup, c'est une cible qui peut être utilisée par l'industrie pharmaceutique pour identifier des petites molécules capables d'aller agir sur cette cible et d'être potentiellement des analgésiques, mais aussi certains de ces toxines. Et d'ailleurs, on parle de toxines, mais parfois le terme est mal choisi parce que certaines sont présentes dans des venins mortels, mais pas toxiques du tout par elles-mêmes. Ce sont d'autres toxines qui sont responsables de la létalité de ces venins. Et certaines de ces toxines pourraient être elles-mêmes des points de départ pour des agents pour des médicaments, si on peut dire. Ça donne des informations sur le fonctionnement du canal lui-même, de la cible, et ça permet d'avoir des informations sur ces mini-protéines, et aussi de chercher à les optimiser, par exemple à les rendre plus actives ou à faire en sorte qu'elles soient dégradées moins vite dans l'organisme, ce qui peut être intéressant à la fois dans nos études chez l'animal, mais aussi dans des études qui pourraient être menées plus loin pour certaines, si elles sont des bons points de départ pour produire des médicaments potentiels. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà eu des produits ou des médicaments qui sont disponibles déjà aujourd'hui à base d'animaux ou de venin plus particulièrement, ou pas encore? Il y en a pas des centaines, mais il y a plusieurs médicaments qui sont issus de toxines ou de peptides qui ont identifiés dans des venins. Alors c'est souvent des formes synthétiques, c'est-à-dire c'est des formes soit modifiées, soit optimisées des formes naturelles. Et par exemple sur la douleur, il y a un médicament qui est utilisé contre des douleurs vraiment sévères et qui est utilisé en injection dans la moelle épinière, en injection intratécale, c'est le terme indiqué quand on injecte un produit dans la moelle épinière, dans le système nerveux central. Et c'est en fait une forme synthétique d'une toxine de cône marin. Le cône marin, c'est un escargot de mer qui a un venin toxique et qui génère une analgésie importante sur des douleurs vraiment des douleurs réfractaires aux analgésies classiques comme la morphine ou autre. Et donc c'est utilisé souvent en phase sur des personnes qui ont des douleurs extrêmement fortes en phase terminale de cancer ou d'autres. Donc c'est d'un emploi qui est pas toujours facile parce qu'il faut un geste chirurgical, etc. Mais oui, il peut y avoir des utilisations et des formes synthétiques de produits naturels qui peuvent arriver jusqu'à la phase de médicaments. C'est sûr que j'ai l'impression qu'on a besoin de trouver des alternatives aussi en termes d'analgésiques pour justement faire en sorte que la crise des opioïdes, par exemple, soit un peu allégée. Parce que c'est vrai qu'il y a un phénomène d'accoutumance qui peut se développer avec certains analgésiques très forts. Et est-ce que c'est le cas aussi de ce qu'on sait avec les venins ou moins? Dans les peptides qu'on a identifiés à partir de venins, donc qui touchent nos canaux, c'est une voie qui est différente de la voie des opiacés. On retrouve pas en grande partie les effets indésirables qu'on peut avoir avec les opiacés. Après, effectivement, on n'a pas fait une étude exhaustive, donc on peut pas exclure qu'il y ait certaines choses qu'on n'ait pas encore vues. Mais oui, c'est les voies de recherche, c'est vraiment d'arriver à identifier. Alors pour la crise des opiacés, c'est des voies indépendantes des opiacés, ou alors continuer à étudier les opiacés, mais avec des approches optimisées qui permettent d'éviter les phénomènes d'accoutumance ou les effets indésirables associés aux opiacés. C'est aussi une autre possibilité. Et après, il y a tout ce qui est les douleurs insensibles aux opiacés ou très peu sensibles, comme on en parlait tout à l'heure, des douleurs neuropathiques, les douleurs liées au système nerveux, où là, il y a vraiment un besoin d'identifier des nouvelles stratégies ou des nouvelles cibles thérapeutiques. Ça peut aussi être le cas de certaines céphalées, en sachant qu'on va probablement pas avoir une molécule magique qui va soulager la douleur dans toutes les situations.
mais qu'on va probablement avoir des situations très différentes et des molécules ou des combinaisons de molécules qui vont pouvoir avoir des effets dans différents types de situations. L'impératif moral, il est évident pour tous les gens qui souffrent de leur chronique, qui cherchent désespérément voilà, des solutions pour aller mieux, quoi. Et donc, quelle est la suite de vos recherches sur la prochaine décennie? Quelles sont vos ambitions? Alors c'est une bonne question, mais comme je disais au départ, c'est vraiment dans la recherche fondamentale, c'est vraiment compliqué de faire de la prospective à très long terme, parce que ce que les décideurs aimeraient bien qu'on fasse, ils aimeraient bien qu'on leur dise ce qu'on va faire précisément dans les 5 ans, mais on sait ce qu'on va faire bien sûr à court et moyen terme, mais ça peut aussi changer assez rapidement, puisque comme je disais au départ, on suit la rivière, mais il peut y avoir parfois des voies qui sont plus intéressantes ou qu'on peut aller explorer, qui peuvent s'avérer décevantes ou un peu plus intéressantes. Après, dans le cadre de nos recherches à nous, c'est vrai que ce qu'on cherche à faire de plus en plus, et c'est pas propre à nos recherches, c'est aussi propre au domaine en général, c'est d'avoir des recherches qui soient le plus possible en connexion avec ce qui peut se passer au niveau clinique chez l'homme. C'est-à-dire que vraiment la difficulté de beaucoup de recherches en neurobiologie et sur la douleur en particulier, c'est de pouvoir appliquer à l'homme les découvertes qu'on peut faire chez l'animal. Et souvent, par le passé, il y a beaucoup de choses qui étaient très prometteuses chez l'animal et qui se sont avérées être un peu moins intéressantes chez l'homme. Parce que les mécanismes sont pas exactement les mêmes. Donc du coup, c'est vrai qu'on tend vers une recherche qui est déjà plus intégrée, c'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup d'outils qui existent pour essayer de décortiquer vraiment en détail les mécanismes physiologiques chez l'animal, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe précisément au niveau moléculaire dans un animal entier. Et ce qu'on cherche à faire aussi, c'est à partir d'observations chez l'homme, à essayer de valider ou de comprendre les mécanismes dans des systèmes plus faciles à utiliser in vitro ou in vivo chez l'animal. C'est-à-dire qu'en fait, donc il y a des termes, on parle d'approche translationnelle quand on veut aller de l'animal à l'homme, et on parle souvent d'approche translationnelle inverse quand finalement on utilise l'animal pour valider des mécanismes qui peuvent se produire chez l'homme. On peut partir d'une pathologie, par exemple. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur des pathologies articulaires, donc on peut partir de prélèvements humains, essayer d'identifier dans ces prélèvements humains des molécules intéressantes, voir que ces molécules peuvent agir sur nos canaux, les canaux qu'on étudie, dire tiens, peut-être ces canaux pourraient être impliqués, et modéliser chez l'animal un peu la pathologie à partir des observations chez l'homme, et mettre en évidence, grâce aux études génétiques ou pharmacologiques, que effectivement les canaux qu'on étudie sont impliqués dans le modèle de pathologie chez l'animal, donc seraient des candidats chez l'homme aussi. C'est un moyen d'avoir des modèles qui soient les plus pertinents possibles et qui se rapprochent de ce qui peut être fait chez l'homme. Les aspects aussi de modélisation, où maintenant on va pouvoir travailler avec des informaticiens et des mathématiciens pour essayer de faire des modèles sur des systèmes complexes. Par exemple, là, on travaille sur la moelle épinière, c'est des réseaux de neurones qui sont compliqués, et donc on peut modéliser ces réseaux, faire des hypothèses, et après regarder sur la moelle épinière d'un animal si les hypothèses qu'on a faites sont bonnes ou pas. Et ça peut permettre de révéler certains mécanismes. Donc il y a aussi l'aspect interdisciplinaire qui devient très très important dans le domaine de la biologie, avec la modélisation, avec aussi les données massives. Alors nous, on utilise ce type de données, mais on met pas directement les approches en œuvre, mais qui consiste à étudier par exemple l'ensemble des gènes qui sont exprimés dans tous les neurones dans un tissu, et après à identifier les sous-populations de neurones
qui sont impliquées. Et maintenant, on peut même le faire en 3 dimensions. Enfin, c'est des choses qui sont très intéressantes. Et pour la douleur, par exemple, au départ, on avait on identifie quelques neurones, quelques sous-types de neurones potentiellement impliqués dans la douleur, et ces approches de séquençage de masse, avec toute la bioinformatique derrière, maintenant ont permis de montrer qu'il y avait plus d'une quinzaine ou une vingtaine de sous-populations. Et ça, c'est important parce que une sous-population peut être associée à un type de douleur particulier. Et du coup, il y a des répercussions sur la suite parce que si on sait que cette population-là va être importante pour ce type de douleur, pour la chronicisation, ou ces neurones-là vont être silencieux au départ et vont devenir douloureux dans un type de douleur ou dans une situation, ça donne aussi des informations sur des cibles ou des stratégies thérapeutiques derrière. Donc on va vraiment vers quelque chose qui est très très précis au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, mais avec des masses de données qui deviennent extrêmement importantes et qui nécessitent aussi tout un travail de bioinformatique et d'analyse. Oui, c'est vrai que c'est fascinant de voir les avancées avec l'intelligence artificielle, aussi le machine learning, le AlphaFold qui réussit à résoudre en partie le repliement des protéines, qui offre aujourd'hui une base de données de plusieurs millions de modèles en 3D de protéines, donc ça va forcément déboucher sur des avancées plus rapides que s'il n'y avait pas ces outils. AlphaFold, c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce qu'on parlait de l'identification des outils pharmacologiques tout au départ, mais on peut maintenant faire déjà un premier criblage informatique, si on peut dire, avec une cible dont la structure n'était pas connue, mais dont le modèle maintenant peut être déterminé. Donc une fois qu'on a le modèle tridimensionnel, c'est un peu comme la serrure et puis la clé. Par exemple, pour rester sur les canaux ioniques, un canal ionique, c'est quelque chose qui laisse passer des ions, donc il s'ouvre et il se ferme, et quand il s'ouvre, il y a des ions qui passent et ça génère un courant électrique. Et souvent, l'ouverture et la fermeture, elle peut se faire grâce à une clé. Donc cette clé, naturellement, ça peut être des neurotransmetteurs, ça peut être le chaud, le froid, le mécanique pour la douleur, ça peut être tout un tas de choses. Mais on peut aussi avoir d'autres molécules, des agents pharmacologiques qui vont être capables soit de le garder ouvert, soit de le fermer. Et ça, c'est intéressant parce que si c'est qu'un canal qui, lorsqu'il est ouvert, génère de la douleur, si on peut le maintenir fermé, on va avoir cet effet analgésique. Et du coup, si on arrive à avoir, grâce à AlphaFold, la structure de la serrure et aussi qu'on connaît la structure qu'on peut avoir des structures en face de molécules, on peut arriver plus facilement à avoir des candidats qui pourraient être des clés pour bloquer le système. C'est-à-dire, ce serait une clé qui rentre mais qui tourne pas. Du coup, le canal resterait fermé. Tout ça, c'est vrai que c'est très ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes. Super. Bon, on arrive à la fin de notre entretien, en tout cas notre entretien pour Ecosciences. Et donc, dernière question, c'est par rapport à ce projet, qu'est-ce que vous pensez en général de l'importance de la médiation et la communication scientifique auprès du grand public, comme nous sommes en train de le faire? Alors oui, ça c'est très important et je pense que c'est quelque chose qui est très très utile. Et donc c'est très utile auprès du grand public pour qu'ils voient un petit peu, qu'ils aient conscience de comment la recherche fonctionne, du type de recherche qui sont menées. C'est aussi important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être donateurs, soutenir des associations comme des associations contre des pathologies, la Fondation pour la recherche médicale, etc. Enfin, l'association française contre les myopathies. Et il faut savoir que nous, les chercheurs, on est financés aussi beaucoup par ces fondations. Donc c'est normal qu'il y ait un retour sur les recherches qu'on peut mener. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est pour les jeunes. Et ça c'est vraiment important parce que il y a une relative désintérêt ces derniers temps des jeunes pour la recherche, pour les sciences, et c'est important de leur permettre effectivement de pouvoir toucher du doigt un peu comment ça fonctionne. Et ça peut être fait par des événements comme la fête de la science, comme la semaine du cerveau. Nous, par exemple, dans l'équipe, il y a la personne qui co-dirige l'équipe avec moi, Emmanuel Deval, a mis en place depuis maintenant plusieurs années
dans le cadre d'une initiative du ministère de l'Éducation, un système qui s'appelle les cordées de la réussite, qui consiste à avoir des groupes de lycéens qui vont venir au laboratoire, qui vont être sensibilisés à ces approches sur la recherche, et peut-être pour générer après des vocations scientifiques. Et donc tout ce qui peut permettre au grand public et aux jeunes d'avoir accès à la recherche et à la façon dont elle est menée est de vraiment très très important, je pense. Oui, c'est vrai. Et on n'a jamais eu autant d'outils pour le faire avec voilà les streamings, toutes les petits documentaires qu'on peut faire, les podcasts. Et, enfin voilà, quand on voit le rôle qu'a eu des personnalités scientifiques pour certains sujets, donc par exemple l'astronomie avec Carl Sagan aux États-Unis, qui a ouvert les yeux à beaucoup de gens sur à quel point c'est fascinant. On se rend compte en fait qu'il y a un besoin, il y a beaucoup de gens qui sont curieux ils veulent en savoir plus. Et c'est vrai que la science, ça peut faire peur, surtout si on commence à lire des articles scientifiques, c'est pas forcément facile à lire et donc il y a un besoin de vulgarisation, un besoin de voir. Voilà. Oui, tout à fait. Et pour des gens de ma génération entre guillemets, on est moins familier avec les chaînes YouTube, les choses comme ça. Et en fait, quand on commence à s'y intéresser un peu, il y a aussi quelque chose qui est très spectaculaire, c'est la capacité de vulgarisation de certains youtubeurs scientifiques. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont compliquées et qui sont vulgarisées de façon vraiment brillante, parce que ça permet de rendre accessible aussi des choses qui sont la science est compliquée, mais c'est vrai que suivant l'angle par lequel on l'apprend, finalement elle est très accessible et très intéressante. Merci encore d'avoir suivi cette conversation jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez de nombreux liens dans la description et je vous invite à aller visionner les autres rencontres éco-scientifiques de cette saison, mais également les précédentes. C'était Gaëtan du collectif The Flares.